Bonjour à tous. Bienvenue dans cette séance de naturopathie. J'espère que voilà, tout le monde m'entend bien, que le son est assez fort. Alors, je voudrais d'abord remercier Triel Environnement et Françoise Mezzadri, donc sa présidente, pour avoir organisé ces séances de yoga, de sophrologie et de naturopathie. Ce sont des disciplines qui sont complémentaires et qui peuvent vous aider à mieux vivre ce confinement. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je suis triéloise depuis plus de 25 ans, maman de quatre enfants, et j'enseigne l'écologie et la biologie, donc depuis ce même laps de temps, dans un lycée agricole. Et je me suis formée ces 3 dernières années à la naturopathie, et j'ai donc ouvert un cabinet à Triel. Je suis particulièrement sensibilisée à l'équilibre fragile des écosystèmes. C'est pour ça que j'ai voulu compléter ma formation d'écologue avec une formation de naturopathie. Et je suis frappée par le lien que l'on peut faire entre les perturbations des écosystèmes et la perturbation de notre écosystème intérieur. On se rend compte que tout est lié et que notre système immunitaire est particulièrement perturbé par ces déséquilibres des écosystèmes. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la notion de terrain en naturopathie. Alors c'est une première séance qui va être un peu dense, un peu complexe par rapport aux suivantes, mais qui est vraiment qui fait résonance au contexte actuel. Je vais peut-être commencer par préciser ce qu'est la naturopathie, parce que tout le monde ne sait pas exactement à quoi correspond cette science, cette discipline, et ce qu'il y a derrière ce mot. On peut dire que la naturopathie, c'est un ensemble de méthodes qui vont nous aider à se maintenir en santé ou à retrouver la santé. Alors nous avons pour cela 10 techniques à notre disposition. Les 4 majeures, en fait, c'est l'alimentation, la psychorelaxation, les exercices physiques et l'hydrologie. À cela s'ajoute l'utilisation des plantes, des huiles essentielles, les techniques de réflexologie. Alors ça peut être réflexologie de l'oreille auriculaire, endo-nasale ou plantaire, et puis aussi donc les techniques manuelles comme le massage. Alors on choisit ces techniques pour équilibrer le terrain de la personne qui nous consulte, et ça doit être donc un choix de technique individualisé. Je voudrais apporter une précision. En aucun cas, nous ne sommes des médecins, nous ne posons pas de diagnostic, nous ne rédigeons pas d'ordonnance, nous ne prescrivons pas de médicaments et on ne fait jamais d'ingérence dans un traitement médical en cours, ou à venir. On est là pour travailler en amont et pour faire de la prévention primaire active. Donc pour ça, il faut qu'on arrive à bien cerner le terrain de la personne qui vient nous consulter. Justement, c'est quoi le terrain? Alors je vais faire une petite analogie avec l'écologie. Donc en écologie, en agronomie, on va dire qu'un terrain, c'est un substrat, un biotope qui va accueillir des êtres vivants qui vont former la biocénose, ou bien encore la biosphère à l'échelle planétaire. Donc ce terrain, il faut faire en sorte qu'il soit le plus accueillant possible. Mais vous savez, un sol, ça peut être humide, ça peut être sec, ça peut être calcaire, ça peut être argileux. Pour autant, donc on peut l'enrichir, l'améliorer
pour qu'il puisse accueillir donc des êtres vivants en harmonie, et on peut amener ce sol vers une autonomie et un équilibre comme l'on observe dans les écosystèmes forestiers matures. Un sol, on peut aussi le dégrader, le surmener, le rendre dépendant de molécules de synthèse, et c'est parfois le cas dans certains agrosystèmes. Donc pour notre corps, c'est le même principe. On peut faire en sorte que notre terrain donc soit harmonieux, équilibré, autonome, ou bien parfois sans s'en rendre compte, on fait en sorte, on arrive au fait qu'il se dégrade. Donc les naturopathes, ils sont là justement pour vous conseiller afin que vous ayez le meilleur terrain possible. Et en ayant un beau terrain, on peut exprimer une force vitale ou une force d'auto-guérison. Alors, en réalité, il y a deux types de terrains en naturopathie. C'est-à-dire que vous venez au monde avec un de ces deux types de terrains que je vais donc vous décrire ici. Alors, il y a le terrain que l'on appelle sanguino-pléthorique. Sur une personne adulte, on va observer ce terrain chez des individus qui sont plutôt brévilignes, trapus, qui ont un corps chaud, un teint coloré, qui sont plutôt extravertis, et ces personnes vont avoir tendance à aller en vieillissant vers ce qu'on appelle la dilatation. Alors, on peut dire que le terrain de ces personnes sont des terrains qui retiennent l'eau et qu'elles ont du mal à évacuer leurs déchets. Du coup, ça se traduit par la formation de kystes, de lipomes, de l'accumulation de tissus graisseux, et puis aussi par l'émission d'écoulements passifs de mucus, donc des congestions ORL, des leucorrhées vaginales, des sécrétions sébacées au niveau de la peau, par exemple. Et voilà, si on fait l'analogie encore avec l'agronomie, on peut dire que ces personnes, elles arrivent avec un terrain humide. Le deuxième terrain dont je vous ai parlé, c'est le terrain neuroarthritique. Sur des personnes adultes, il se reconnaît car ces personnes sont plutôt longilignes, de teint plutôt pâle, elles sont plutôt frileuses, plutôt introverties, et en vieillissant, elles vont aller vers la rétraction. En réalité, leur terrain a du mal à retenir l'eau et elles concentrent les acides. Alors, ces acides vont créer un contexte inflammatoire et on va pouvoir observer des pathologies ou des troubles comme des tendinites, des gingivites, de l'arthrite, donc divers troubles rhumatismaux, ou de l'ostéoporose. Voilà, donc ça c'est les deux grands terrains qu'on appelle constitutionnels, c'est-à-dire qu'on arrive au monde avec l'un de ces deux terrains. Et puis, en fonction de notre hygiène de vie, on va faire donc évoluer ces terrains. Donc je rappelle, on a le terrain humide sanguino-pléthorique et puis le terrain sec neuroarthritique. Alors qu'est-ce qui va impacter ces terrains? Comment est-ce qu'on peut les faire évoluer? Il y a trois façons de les impacter. Alors soit on va apporter ce qu'on appelle des surcharges, soit on va mettre ce terrain en carence, soit on va perturber la fluidité des liquides de ce terrain. Donc si je détaille un peu les surcharges,
eh bien, on peut apporter un excès de lipides, de sucre raffiné, un excès de résidus de pesticides. Donc ça, c'est des toxines exogènes. Et puis, il y a aussi des toxines endogènes qui peuvent se former et qui peuvent en découler, trop de cholestérol, trop de sucre dans le sang, par exemple. Et on peut aussi mettre son terrain en carence. Il peut être carencé en glucides, en protéines, en lipides, en vitamines, en enzymes. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont une alimentation dite industrielle. Ce sont des aliments ultra transformés et ils ont une très pauvre densité nutritionnelle. Donc, ils vont être pauvres en enzymes, en vitamines. Une pomme industrielle aujourd'hui, elle contient 50 fois moins de vitamine C qu'une pomme des années 50. Et puis en fait, on peut aussi cumuler les surcharges et les carences, parce qu'on peut très bien avoir trop d'apport de glucides qui représentent des calories vides et du coup qui sont carencés en vitamines et en oligo-éléments. Donc les deux peuvent aussi être liés. Et comme on est dans une société qui est plutôt sédentaire, eh bien, on ne met pas non plus assez en mouvement nos liquides intérieurs. Donc, je vais les détailler d'ailleurs un petit peu là tout de suite. Donc, notre terrain, pour partie, peut être défini par notre milieu intérieur. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit du sang, donc à peu près pour un individu standard de 70 kg, un adulte, on a 5 à 7 litres de sang. On a 4 à 5 litres de lymphe canalisée dans les conduits lymphatiques. On a 5 à 6 litres de lymphe interstitielle, donc dans laquelle baignent nos cellules, et puis il y a à peu près 24 litres de lymphe intracellulaire qui correspond au cytoplasme des cellules. Donc ces liquides, on peut les appeler les humeurs, et de la qualité des humeurs dépend la qualité du terrain, et on impacte donc ces humeurs avec les surcharges, les carences et le défaut de fluidité. Juste pour l'anecdote, autrefois au Moyen-Âge, pour chasser les mauvaises humeurs, on faisait par exemple des saignées. Voilà. Donc on avait quand même déjà une idée de l'importance de la qualité de ces humeurs par rapport à la présence de maladies. Alors, je reviens à mes deux terrains naturopathiques de tout à l'heure et je vous montre un petit schéma. J'espère que vous allez bien le voir parce que j'ai des problèmes d'imprimante. Alors, je vous ai dessiné un petit schéma avec des têtes de petits bonhommes qui sont comme nous tous là. Ils ont une chevelure un peu rebelle, donc pas facile d'aller chez le coiffeur en ce moment. Donc vous avez les deux terrains. Donc ici en bleu, c'est le terrain donc sec neuroarthritique. Et puis donc de l'autre côté en rouge, on a le terrain humide sanguino-pléthorique. Alors, on est avec un de ces deux terrains, puis on a dit qu'on pouvait les faire évoluer en fonction de son hygiène de vie. Si on a une mauvaise hygiène de vie, on va dégringoler ce qu'on appelle ce toboggan en fait naturopathique, alors d'un côté ou de l'autre selon notre constitution de départ. Donc nous, les naturopathes, on est là justement pour vous aider à pas dégringoler ce toboggan naturopathique, voire à vous faire remonter d'un ou deux crans. C'est-à-dire que si vous êtes au sommet de ce toboggan naturopathique, vous êtes plutôt survital, vous avez une très bonne vitalité, et puis après, si vous descendez, vous devenez donc sous-vital. Alors là, on voit aussi que le terrain neuroarthritique, il évolue en terrain acidose toxique, et puis le terrain sanguinopléthorique, il évolue en terrain de mucose toxique. Alors, je voudrais détailler ça. Comment est-ce qu'on dégringole d'un terrain
pléthorique à un à un terrain mucosique? Eh bien, c'est en ayant une alimentation qui est beaucoup trop riche en lipides et en glucides raffinés. Donc on se retrouve dans le sang avec trop d'acides gras et de glycérides. Ces glycérides, ces acides gras en excès, ils sont pris en charge par des globules blancs qu'on appelle des lipophages. Et ces lipophages, ils vont essayer d'éliminer par tous les moyens ces excès d'acides gras et de ces glycérides, et ils vont les amener vers des portes de sortie naturelles de l'organisme que l'on appelle en naturopathie des émonctoires. Alors, il y a plusieurs types d'émonctoires. Il y a l'ensemble foie, vésicule biliaire, intestin. Il y a les reins, il y a la peau et il y a les poumons. Donc, le foie, la vésicule biliaire, les intestins, ils peuvent prendre en charge les excès d'acides gras et de glycérides via donc des selles qui vont être plutôt collantes. Mais si cet émonctoire-là, foie, VB, intestin, il est débordé, eh bien, il y a la peau qui va prendre le relais. Et on va se retrouver avec des sécrétions sébacées importantes et une peau d'apparence acnéique. Et puis, si la peau elle est également débordée, à ce moment-là, c'est le système pulmonaire qui va prendre le relais. Donc les lipophages vont amener ces acides gras et ces glycérides vers les voies pulmonaires, et on va avoir des sécrétions mucosiques très épaisses sous forme de crachat par exemple. Et donc on appelle ça des déchets mucosiques. C'est pour ça qu'on dit qu'on passe du terrain sanguino-pléthorique au terrain mucosique. Et pourquoi je vous explique ça? Pour vous dire que ces mucus, donc c'est des sécrétions grasses, et en fait elles servent de nourriture aux bactéries et aux virus. Donc elles font le lit de la multiplication, du développement des bactéries et des virus. Donc on crée en fait un milieu propice à l'infection par des bactéries et des virus. Maintenant, je repasse à l'autre type de terrain. Je vous ai dit, le terrain neuroarthritique, il peut évoluer donc vers un terrain très acide et se trouver en acidose toxique. Alors, comment est-ce qu'on descend justement ce toboggan? Comment on dégringole de ce côté-là du toboggan? Bon, il y a son alimentation, donc si on consomme des aliments acides, alors ceux-là ils sont faciles à reconnaître, ils sont acides au goût. Mais il y a aussi les aliments qui sont acidifiants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le goût acide, mais quand ils vont être dégradés dans notre organisme, ils vont produire des métabolites, des composés intermédiaires qui, eux, sont acides. Alors, parmi les aliments acidifiants, on a la viande rouge, les abats, la charcuterie, les fromages, mais plutôt au lait de vache, les glucides raffinés, les sodas, et puis aussi le thé et le café. En plus de ça, les personnes neuroarthritiques, elles sont plus sensibles au stress. Et le stress, il est 400 fois plus acidifiant que l'alimentation. Se rajoute également comme facteur acidifiant le manque de sommeil, le surmenage et puis le manque d'oxygénation, donc la sédentarité. Alors, ce qui se passe, on l'avait dit un peu plus avant, ces acides se concentrent donc dans ces organismes et ça crée un terrain inflammatoire. Et du coup, le système immunitaire, il est occupé à calmer cette inflammation et il est beaucoup moins disponible pour lutter, contrecarrer l'arrivée éventuelle de bactéries et de virus. Donc vous voyez, là, je reprends mon toboggan. Il y a deux façons de dégrader notre système immunitaire. Hein. Soit on est à la base sanguino-pléthorique, on devient mucosique, et là, banco pour les microbes et les virus qui trouvent de quoi se reproduire sur les mucus. Ou bien on est neuroarthritique, on évolue donc en acidose toxique, et là c'est l'inflammation et donc perturbation du système immunitaire qui peut plus faire face aux invasions donc
de bactéries et de virus. Et je voudrais faire le lien entre ces acides et les travaux de Louis-Claude Vincent. Alors Louis-Claude Vincent, c'était un hydrologue qui est décédé en 1988 et qui a participé à développer le réseau d'eau potable en France après la guerre. Et donc il s'intéressait bien sûr aux caractéristiques physico-chimiques de l'eau, mais il s'intéressait aussi à la notion de santé parfaite. Alors il a essayé d'appliquer ses connaissances physico-chimiques de l'eau, il a essayé de les appliquer aux liquides du corps et il a travaillé sur 3 liquides, la salive, l'urine et le sang. Alors il a fait des analyses sur un panel de personnes et il s'est rendu compte, il a dégagé en fait 4 types de terrains en fonction des caractéristiques physico-chimiques de ces liquides. Alors, je vous ai construit, c'est pareil, hein, parce que j'ai plus d'imprimante, je vous ai construit un petit tableau qui représente en fait ces 4 types de terrains. Alors, donc en bas, on a l'axe en fait du pH. Et donc, quand on va de ce côté, le côté vert, là, on est sur un côté acide. Et puis, ici, on a un axe d'oxydoréduction. Donc, on a quatre terrains qui correspondent à des sangs différents. Alors, ici, si on a un sang qui est acide et oxydé, ça se retrouve chez des enfants qui vont exprimer des maladies infantiles et des mycoses, par exemple. Et puis, dessous, vous avez un terrain qui est acide et réducteur. Ça, c'est un terrain qui est idéal à la vie et qu'on va retrouver chez des personnes qui ont une alimentation très frugale, riche en fruits et légumes. Puis de l'autre côté, vous avez donc le sang alcalin. Alors les personnes qui ont un sang alcalin et oxydé, elles vont exprimer des maladies virales et des maladies de civilisation. Donc ça peut être Alzheimer, Parkinson, obésité, diabète de type gras, hypertension, et aussi des cancers, voire des névroses. Et puis les personnes qui ont un sang plutôt alcalin et réducteur, elles vont faire plutôt des maladies bactériennes. Alors, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on a un terrain qui est acidifié, ce sont les tissus qui sont acidifiés. Et donc notre corps, il a des mécanismes pour tamponner cette acidité, et le sang, il est là justement pour tamponner cette acidité. Donc plus les tissus sont acides, plus le sang est alcalin. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc un sang alcalin oxydé, eh bien c'est le terrain des maladies virales. Donc ces travaux de Louis-Claude Vincent sont vraiment très intéressants pour construire un terrain le plus harmonieux possible, qui soit pas propice à l'installation de maladies. Et sur ce cadran, on voit que diamétralement donc opposé aux maladies virales, là, au terrain donc alcalin et oxydé, on a le terrain acide et réducteur qui est idéal à la vie. Et justement, le thème de la séance prochaine, la semaine prochaine, ça sera l'alimentation vivante. Donc, ça sera une séance beaucoup plus concrète dans laquelle je vais vous expliquer, conseiller donc une alimentation vivante qui permette d'avoir des coordonnées biochimiques du sang en lien avec un terrain donc équilibré et harmonieux. Donc ça me paraissait important de signaler. Et donc si je reprends ce schéma, voilà, les naturopathes, on est là pour vous aider à avoir le terrain le plus vital possible. Bon, par contre, les personnes qui sont vraiment sous vital, là, dans le bas du toboggan, on peut les accompagner, mais c'est vraiment, ça reste un accompagnement avec le médecin, parce que là, les systèmes sont tellement dégradés que ça nécessite
un traitement allopathique. Alors, donc en conclusion, donc ce que je peux dire, ben, on peut profiter de ce confinement justement pour essayer de mettre en place ben, des choses, de réfléchir pour améliorer son terrain. Et je voudrais quand même faire un rappel sur les virus. Les virus, ils font partie de nos écosystèmes bah, depuis l'apparition de la vie sur Terre, et ils ont probablement précédé bah, la formation des cellules. On dénombre à peu près, enfin on sait identifier à peu près 3200 virus, et il y en a 129 qui sont pathogènes. Les autres, ça veut dire qu'ils vivent en symbiose avec nos écosystèmes et avec nous, êtres humains. C'est-à-dire que sur nos muqueuses, on peut voir des virus qui sont là et qui sont des virus bactériophages, c'est-à-dire qu'ils parasitent d'éventuelles bactéries pathogènes pour nous. Donc on vit en symbiose aussi avec des bons virus. Alors c'est très important, du coup, de vivre dans un écosystème environnemental équilibré pour que tous ces êtres vivants retrouvent leur rôle et leur place, hein, même si les virus, bon, ils ne caractérisent pas forcément dans le vivant, mais on va peut-être y revenir. Donc chaque être vivant dans un écosystème, il a sa place. Et ben voilà, si on retire un être vivant, ça a des conséquences ben sur tout le réseau trophique de l'écosystème. Donc c'est important d'y réfléchir et de ne pas se placer en tant qu'homme au centre de cet écosystème et de les exploiter uniquement par intérêt. Alors c'est sûr que bon, actuellement on vit une situation particulière, qu'on est face à un virus qui est particulièrement virulent, pathogène. Donc évidemment, je ne peux que vous encourager à respecter les gestes barrières et à rester confinés. Et bah, en même temps, je vous conseille de commencer un travail de fond. C'est un travail qui se fait sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour essayer d'adopter des règles d'hygiène de vie. Alors, vous les avez peut-être déjà mises en place, mais si c'est pas le cas, essayez de les mettre en place pour ben, voilà, favoriser les processus d'auto-guérison du corps. Alors, si vous avez des questions, je peux y répondre. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon mail, c'est le.cap.naturo@gmail.com. Donc, je peux répondre à vos questions, vous envoyer bah, ma version en numérique des tableaux que je vous ai donnés. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos réflexions. Et bah, si vous le souhaitez, je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine, mais cette fois pour une séance plus concrète dans ma cuisine pour vous parler bah, voilà, de l'alimentation vivante, donc qui crée un terrain propice à la vie, voilà, comme on a pu le voir. Merci de votre attention et ben, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.